Bonjour. Alors, après avoir mis en évidence la localisation de l'information génétique au niveau du noyau, on a entamé dans une deuxième partie le mécanisme de transmission de cette information génétique, à savoir le phénomène de la mitose, qui permet l'obtention de deux cellules filles identiques entre elles, identiques à la cellule mère, à travers 4 phases, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Aujourd'hui, on va se pencher sur la troisième question, à savoir la nature de cette information génétique localisée au niveau du noyau et transmise par mitose. Pour ce faire, un certain nombre d'expériences historiques ont été réalisées, dont la première est celle de Griffith. Alors, c'est une expérience qui a été réalisée grâce à des bactéries qui présentent cette forme sphérique. Et vous pouvez déjà le constater. Là, on a utilisé des couleurs pour pouvoir les différencier. Là, c'est une souche qui n'est pas entourée de capsules. C'est la souche R. Celle-là, c'est un diplocoque entouré par une capsule. C'est des bactéries qui provoquent une pneumonie. Sauf que cette bactérie dite R, du fait qu'il n'est pas entouré de capsules, n'est pas pathogène. Par contre, celle-là, entourée par une capsule, est pathogène. Donc Griffith a réalisé ces expériences par ces deux souches bactériennes qui provoquent des pneumonies. Les expériences ont été réalisées sur des souris. Alors, pour pouvoir suivre ces expériences-là, on va faire appel à une animation. À travers laquelle on va suivre chacune des 4 expériences réalisées par Griffith. Alors, désolé. Donc le temps de voir la projection des expériences. Voilà. Alors, dans une première expérience, Griffith a injecté la souche S. Rappelez-vous bien que nous avons utilisé 2 souches, la souche S et la souche R. Alors, là, c'est la souche S. On vient de dire qu'il est entouré par une capsule. Là, c'est la souche R. Donc, cette première expérience, Griffith a injecté la souche S à une souris. Allons voir le résultat. La mort de la souris, comme vous pouvez le constater. Alors, pour voir et déterminer la cause de cette mort, elle a procédé à l'analyse du sang. Cette analyse a montré la présence de bactéries de type S, c'est des diplocoques. Un coque et un coque, c'est un diplocoque entouré par une capsule, dans le sang de la souris. Et donc la déduction, c'est que la bactérie S est pathogène. Et c'est elle qui a provoqué la mort de cette souris-là. Dans la deuxième expérience, Griffith a utilisé des souches S. Comme vous pouvez le constater, nous avons modifié la couleur de la capsule pour dire que c'est des bactéries S, mais qui sont tuées par la chaleur. Donc pour leur faire perdre leur pouvoir pathogène. La pathogénicité de ces bactéries est perdue par la chaleur. On va voir le résultat de l'injection de cette souche S tuée. Le résultat, aucun effet visible sur la souris, il n'y a pas de mort de la souris. Et donc là, on peut déduire que c'est la capsule qui est responsable de la virulence de la bactérie, puisqu'après destruction de cette capsule par la chaleur, il y a survie de la souris, et donc
la capsule est responsable de ce pouvoir pathogène. Alors, il y a, dans une première expérience, Griffith a injecté la souris S vivante. Il y a la mort de la souris. L'analyse du sang a montré la présence de S dans le sang. La deuxième expérience, elle a injecté la souche S, toujours, mais elle est tuée par la chaleur. Il y a la survie de la souche S. Et donc, la chaleur, elle a détruit la capsule, et donc la capsule a un rôle dans la pathogénicité de cette bactérie qui provoque la mort de la souris. Dans une troisième expérience, Griffith, cette fois-ci, il va utiliser la souche qui ne possède pas de capsule. Comment on a qualifié cette souche ne possédant pas de capsule? C'est la souche R. On va voir l'injection de cette souche, qu'est-ce qu'elle a donné? Voilà, la souche, seringue, injection. Aucun effet visible sur la souris. Donc, la souche R, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas pathogène. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette souche R? Elle n'a pas de capsule, contrairement à la souche S. Donc, R n'est pas pathogène, n'est pas virulente, elle n'a pas provoqué la mort de cette souris cette fois-ci. Alors, avant de voir la quatrième expérience, retenez bien que dans une première expérience, Griffith a injecté S tué, il y a la mort de la souris. Pardon, S vivante, il y a la mort de la souris. Après injection de S tué, il y a survie de la souris. La différence entre S vivante et S tué, c'est la capsule qui a été détruite par la chaleur. Donc, pour dire que c'est la capsule qui est responsable de la pathogénicité de S. Dans la troisième expérience, on va s'assurer qu'effectivement la capsule est responsable de la pathogénicité. On a injecté la souche R. La souche R est une souche qui ne possède pas de capsule. Après injection de la souche R, de la même façon, la souris ne meurt pas. Dans la quatrième expérience, Griffith a injecté un mélange de souche S tuée et de R vivante. À votre avis, quel serait le résultat de cette quatrième expérience? La souche S est tuée par la chaleur. R est vivante. S tuée ne provoque pas la mort. R vivante ne provoque pas la mort. Normalement, le résultat de cette quatrième expérience, c'est que la souris ne va pas mourir. Allons voir, est-ce que c'est vrai? Alors voilà la constitution de notre mélange. Ça, c'est quoi? C'est la souche S tuée. Là, c'est la souche R vivante. Le plus, donc, c'est le mélange des deux qu'on va injecter à cette quatrième souris. Le mélange est là, on l'injecte. Contrairement à ce qu'on attendait, il y a la mort de la souris, bien que l'injection ait été faite par une S tuée et une R vivante. Il faut procéder d'abord à l'analyse du sang pour voir et expliquer pourquoi il y a mort de cette souris. L'analyse du sang, qu'est-ce qu'elle a montré? Il y a la présence de souches S vivantes. Donc c'est le diplocoque entouré par la capsule. C'est la souche smooth S. Alors, on se demande comment ça se fait. Ce que nous avons injecté, c'était S tué. Là, on se retrouve avec S vivante. Le mélange contenait R vivante. Alors là, on obtient S vivante. Comment on peut expliquer cette expérience-là? Alors, on ne peut pas dire que S tuée devient vivante. C'est impossible. Une cellule tuée, c'est une cellule qui ne peut pas revenir en vie une autre fois. La souche R, que nous avons utilisée déjà dans la troisième expérience, elle n'est pas virulente, elle ne provoque pas la mort. Alors là, cette S tuée ne peut pas devenir vivante. Est-ce que R vivante peut devenir S?
La réponse est c'est possible. Comment? Parce que déjà la différence entre les deux souches S et R, c'est quoi? C'est la capsule. C'est-à-dire, peut-être, R vivante a développé une capsule, a formé une capsule. On ne peut pas l'appeler R. Elle devient alors S. Donc, il y a une transformation de R vivante en S vivante. Et S vivante est virulente et provoque la mort de la souris. C'est exactement la conclusion tirée par Griffith pour dire qu'il y a une substance, parmi les substances de S tuées, qui ont été transmises à R vivante et qui ont permis à cette bactérie R de former une capsule. R, après avoir formé cette capsule, elle devient S. Et S, dans le corps de la souris, provoque la pneumonie mortelle, d'où la mort de la souris. Cette substance transmise de S tué à R vivante pour la convertir, pour la transformer en S vivante, a été qualifiée par Griffith, comment? Du principe transformant. C'est une substance qui a été transmise et qui a provoqué la transformation de R vivant en S vivante. Alors, ça a été qualifié de principe transformant. N'oubliez pas la grande question d'aujourd'hui, c'est de déterminer la nature de l'information génétique. Pour l'instant, en 1928, on a qualifié une substance qui est capable de faire acquérir à R un nouveau caractère. R ne possédait pas de capsule. Maintenant, elle a acquis cette capsule grâce à une substance qui a été transmise de S vivante. C'est pourquoi on a parlé d'un principe transformant. Alors, on va continuer notre recherche pour voir quelle est la nature de ce principe transformant. Parce que pour nous, la grande question, c'est de déterminer la nature du principe transformant. Là, c'est pour rappel, ce sont les expériences qu'on vient de voir tout à l'heure avec une petite animation qui facilite la compréhension. Ce sont les 4 expériences. Vous vous rappelez bien, c'est l'injection de S vivante, ensuite S tué, R vivante, et enfin le mélange de S tué et R vivante. Alors, continuons notre quête à la détermination de la nature de l'information génétique. Là aussi, il fallait attendre 1944 pour voir les résultats de l'expérience menée par Avery, McCarthy, MacLeod. Donc, c'est une équipe de recherche qui a réalisé une expérience. Quel est le principe de cette expérience? L'objectif, c'est de déterminer la nature de cette substance, de cette matière qui a été transmise de S tué vers R vivante pour la convertir en S vivante. Alors, cette équipe d'Avery et collaborateurs, elles ont refait la 4e expérience de Griffith, c'est-à-dire l'expérience dans laquelle on injecte un mélange de S et de R, S tué bien sûr, et de R. Sauf que, elles ont veillé à chaque fois d'éliminer un constituant, un débris parmi les débris de S tué. Dans ce tube-là, elles ont utilisé l'enzyme protéase. C'est une enzyme qui va éliminer toutes les protéines qui sont dans les débris de S tué. Dans ce tube-là, des enzymes qui digèrent les sucres. Donc, tous les composés glucidiques vont être détruits par cette enzyme, donc S tué. Là, c'est une lipase. Là, l'enzyme, c'est une ARNase. C'est une enzyme qui dégrade l'ARN. Et enfin, une ADNase, c'est une enzyme qui va dégrader l'ADN. Alors, c'est important de comprendre le principe de cette expérience. On va refaire exactement l'expérience, la 4e expérience de Griffith, sauf que cette fois-ci, c'est pas S tué dans sa totalité, mais S tué après avoir éliminé un constituant. Donc, on va procéder par élimination. On va éliminer les protéines et voir le résultat, les sucres, les lipides, l'ARN, l'ADN, et voir le résultat. Est-ce que vous avez compris le principe avant d'aller voir les résultats de ces expériences-là?
Donc nous avons S-tué, c'est des débris. Nous, on cherche à savoir quel est ce débris, quelle est cette matière qui est passée de S-tué vers R pour la transformer en S vivante. La façon de faire, c'est d'éliminer à chaque fois un élément en faisant intervenir des enzymes spécifiques. Alors dans ce tube-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura ici le mélange S-tué et R vivante, mais sans protéines. Là, on aura le même mélange, mais sans sucre. Là, on aura le même mélange sans lipides. Le même mélange de S-tué et R vivante, mais sans ARN. Le même mélange, mais sans ADN. Vous pouvez voir après injection de ce mélange S-tué et R vivante sans protéines, il y a mort de la souris. Que peut-on conclure? Alors, on a éliminé les protéines, on a injecté le mélange, excepté les protéines, il y a la mort de la souris. Donc les protéines ne sont pas le principe transformant. Après élimination des lipides, des sucres, pardon, même résultat. Ah, donc le principe transformant, ce n'est pas des glucides, non plus les lipides. Dans ces cas-là, les souris ne meurent pas. Plutôt, elles dégénèrent, elles meurent. Pourquoi? Parce que les protéines, les glucides, les lipides, l'ARN, ce ne sont pas le principe transformant après leur élimination. Pourtant, le mélange provoque la mort de la souris. Dans cette dernière expérience, dans ce mélange-là qui ne contient pas l'ADN parce qu'on a fait agir l'enzyme adénase qui élimine spécifiquement l'ADN. Là, vous pouvez le constater déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la survie de la souris. Ah, on a injecté le mélange. La seule chose absente, c'est l'ADN qui est éliminé par l'enzyme adénase et la survie de la souris. Donc, le principe transformant identifié par Griffith est bel et bien l'ADN à travers ses expériences d'Avery. Donc, après 1928, il fallait attendre 1944 pour que Avery puisse démontrer que le principe transformant dont parlait Griffith, c'est l'ADN, parce que c'est le seul élément, c'est la seule substance qui, après avoir éliminé, et la survie de la souris, on a éliminé les autres éléments et on a injecté le mélange, il y a toujours la mort de la souris. Donc, sur le plan chimique, l'information génétique, c'est ADN. A, c'est pour acide, D, c'est pour désoxyribou, N, nucléique. Donc, c'est un acide nucléique qui s'appelle ADN. Vous pouvez déjà constater que c'est des expériences qui ont apporté beaucoup de choses et qui ont clarifié davantage la nature chimique d'ADN. Et pourtant, la communauté scientifique est restée sceptique par rapport à ça. Et donc, il fallait chercher d'autres expériences pour pouvoir confirmer qu'effectivement, le matériel génétique est constitué de l'ADN. Et donc, l'ADN constitue le support de l'information génétique. Donc, de 1944, il faut attendre 1952. De 1952, avec l'expérience de Hershey et Chase. C'est une expérience connue par l'appellation de bactériophage. Ça consiste en quoi? Là, nous avons une bactérie, elle est là. Cette bactérie fait la cible de ces virus. C'est des phages, c'est des bactériophages, c'est-à-dire des virus qui parasitent obligatoirement des bactéries et sont spécifiques à des bactéries. On constate, on voit ici comment les virus attaquent les cellules. Elles s'accolent sur leurs parois et injectent leur matériel génétique. On va voir ça en détail à travers une petite vidéo qui nous montre ça. Donc c'est une expérience dont l'objectif est de confirmer que la nature de l'information génétique est effectivement l'ADN. Là, c'est un schéma explicatif qui nous donne la structure simple de ce parasite obligatoire, le virus, le bactériophage ou bien le phage T2. C'est une capside protéique qui se prolonge avec
un tube caudal, et puis nous avons des fibres et des épines à ce niveau-là. Et à l'intérieur, il y a un matériel génétique qui est l'ADN. Donc ce n'est pas une cellule, il n'y a pas les constituants de la cellule, c'est une entité faite avec une enveloppe, on peut qualifier ça d'enveloppe protéique. À l'intérieur, il y a un matériel génétique sous forme d'ADN. Très bien. Alors, c'est une tête, c'est une queue. Tout ça, c'est des protéines, c'est la capside. Et puis, à l'intérieur, il y a le matériel génétique. On va voir comment cette expérience a permis de dire que l'information génétique est effectivement l'ADN, comme ça a été prouvé par Avery et ses collaborateurs. Alors là, c'est une vidéo qui va nous permettre de suivre, pardon, donc un tout petit réglage. Très bien. Alors ce que nous voyons ici, c'est quoi? C'est la bactérie, c'est la cellule hôte, c'est la cellule cible qui va être parasitée par, c'est quoi ça? C'est le phage T2, c'est le bactériophage. On vient de parler, tout ce qui est en fluorescent, vert fluorescent, c'est la tête, c'est la capside de nature protéique. Le bleu à l'intérieur, c'est le matériel génétique, c'est l'ADN. Très bien. Donc, on va voir comment cette expérience a confirmé que le matériel génétique est l'ADN. Alors là, c'est des choses dont je viens de parler, c'est la structure simple des virus d'une manière générale. Donc nous avons l'ADN et nous avons le revêtement de nature protéique. Alors, ce virus arrive à la surface de la bactérie, de la cellule, elle se fixe et injecte leur ADN à l'intérieur de cette bactérie. Donc, comment on a exploité cette multiplication virale pour dire que, effectivement, le matériel génétique est l'ADN. Là, l'expérience qui a été faite est la suivante. Il y a les protéines et il y a l'ADN. Donc, on a procédé à la radioactivité qui nous offre un moyen de faire le suivi. Donc, les protéines ont été marquées par le soufre S35. C'est un constituant qu'on trouve au niveau des protéines. Donc, il y a le soufre dans certains acides aminés. Et donc, on a fait le marquage pour pouvoir visualiser et suivre la radioactivité du bactériophage. Alors, si vous pouvez le constater ici, les virus utilisés, c'est des virus dont les protéines présentent une radioactivité. L'ADN, non. On n'a pas marqué l'ADN. La seule chose qu'on a marquée, c'est les protéines qui forment le code, qui forment le revêtement. Alors, voir le résultat. Après fixation, l'autoradiographie, qu'est-ce qu'il a montré? Qu'aucune radioactivité n'a été détectée à l'intérieur de la bactérie. La totalité de la radioactivité est restée à l'extérieur. Donc c'était suffisant pour dire quoi? Les protéines ne sont pas injectées à l'intérieur de la bactérie. Et la preuve, s'ils s'étaient injectés, on doit retrouver de la radioactivité à l'intérieur. Chose qui n'est pas vraie à travers ce qu'on est en train de voir ici, et bien sûr la radiographie qui a été faite par Hershey et Chase. Donc la radioactivité reste à l'extérieur, et comme ça on a écarté la possibilité de dire que peut-être les protéines c'est un matériel génétique. On va continuer notre expérience. Si donc il y a formation de virus, multiplication à l'intérieur, la radioactivité elle est restée toujours à l'extérieur, aucune radioactivité n'a été détectée à l'intérieur, formation de nouveaux virus. Dans la suite de notre expérience, on va cette fois-ci
utiliser un ADN radioactif et non pas les protéines. Donc nous avons deux constituants pour que vous puissiez suivre avec aisance. Donc j'ai une première expérience. On a marqué la protéine, on a laissé l'ADN intact. Cette fois-ci, on va laisser les protéines intactes, aucun marquage, mais on va utiliser un ADN radioactif avec le P32. Donc il y avait le soufre, à chaque fois, on cherche une constitution, un atome et radioactif, donc le phosphate est un constitution majeur de l'ADN, c'est pourquoi on va utiliser le P32. Pour les protéines, on a utilisé le soufre, le S35. Alors, on a refait l'expérience. Vous pouvez voir les virus, les phages qui ont été utilisés, elles ont un ADN radioactif. Les protéines ne sont pas radioactives dans cette expérience-là. On va voir le cycle. Injection de l'ADN à l'intérieur de la bactérie. Et là, cette fois-ci, on constate une radioactivité à l'intérieur de la bactérie. Il y a de la radioactivité à l'intérieur de la bactérie. La seule chose qui a été marquée, c'était l'ADN. Et là, on voit une radioactivité à l'intérieur. Et donc, c'est suffisant pour dire que, le seul élément qui a été injecté, c'est l'ADN. Cet ADN, une fois à l'intérieur, il s'est multiplié. En plus, il a entraîné la formation de nombreux virus. Elles sont là, avec toutes les protéines, la capsule, la capsule de la tête, c'est-à-dire la tête, la queue, avec les épines. Donc, formation d'un phage entier. Et elles sont nombreux. Et qui vont finir par éclater cette bactérie et aller conquérir d'autres bactéries. Et donc, c'est une expérience qui nous permet, l'injection de l'ADN a conduit à la formation de nombreux virus, c'est-à-dire que cet ADN, il portait toute l'information nécessaire à la formation de nombreux virus. Très bien. Alors, là, donc, on montre un petit peu le cycle de vie du virus. Elle se fixe sur la bactérie. Elle injecte son ADN. Cet ADN porte le programme génétique qui détermine, qui commande la multiplication de l'ADN viral. Et en même temps, le matériel génétique de la bactérie, il est détruit. Là, on commence à former toutes les pièces nécessaires, tous les éléments nécessaires à la formation de virus. Là, la bactérie, elle est bourrée de virus. Donc, à partir de l'injection d'un ADN, on a toute la formation de tout ce nombre élevé de virus à l'intérieur. Donc, l'ADN qui a été injecté, elle portait toutes les informations nécessaires à cette multiplication. Cette grande charge virale à l'intérieur de la bactérie va finir par éclater la bactérie et libérer les virions à l'intérieur. Donc, la conclusion, cette expérience a confirmé avec certitude que le matériel héréditaire est l'ADN et non pas les protéines. Donc, comme récap, nous avons utilisé 3 expériences. Griffith, qui a conclu qu'il y a un principe transformant responsable de la transformation bactérienne. Avery, qui a déterminé que le principe transformant est bel et bien l'ADN, et l'expérience de la multiplication de bactériophages, qui a confirmé qu'effectivement, le matériel héréditaire est l'ADN et non pas les protéines. Ainsi prend fin notre séance, et dans la prochaine séance, on va voir de quoi est fait l'ADN, comment il est organisé, et donc détailler davantage cet ADN, puisqu'aujourd'hui, on arrive à dire que le matériel génétique qui siège au niveau du noyau et qui est transmis par mitose, c'est l'ADN. Et merci pour votre attention.